En fait, nous gagnons dernière invitée d'honneur, nous, à Soya, Madame Savannah Savary. Elle est née à Port-au-Prince. Elle a fait ses classes au Collège Marie-Anne et ses études universitaires en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Entrepreneur, elle est la première productrice de canne à sucre dans le département de l'Ouest. Savannah est présidente de la Fondation Savary pour Haïti. Elle encourage et fait promotion pour l'émancipation de la femme haïtienne à travers l'encouragement des communautés de femmes défavorisées, particulièrement en milieu rural. Activiste, elle est fortement engagée dans la lutte pour une nouvelle Haïti. Maintenant, on fait place à vous, Madame Savannah, pour vos mots d'honneur. Bonsoir les amis. Je salue et remercie le staff Causerie des étudiants, l'International Women of Hope et sa présidente, Madame Rose Brune-Vixamar, l'Association des jeunes avisés pour le progrès et l'initiative Sommet international des jeunes pour cette opportunité d'accompagner la relève. Nul n'étant épargné et tous victimes, les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine illustrent les failles et injustices de la société haïtienne, où la crise actuelle touchant tous les secteurs de la vie nationale révèle les fractures existantes, offre un miroir critique à une société éclatée où les principes de justice, d'égalité et de responsabilité collective sont mis à rude épreuve. Haïti a changé vers le pire ou, plus précisément, Haïti, pays de contraste, change dans tous ses aspects. D'une région à l'autre, on constate à la fois la solidarité, la construction, l'espoir, canal Pape Campé, le chaos, la désolation, le désespoir et l'incertitude, pays loc. Face à cette constatation de l'échec de notre nation, représentée par cette peste allégorique de la fable, ne serait-il pas judicieux d'analyser ses causes et d'identifier ses responsabilités sans céder à la tentation facile de désigner un bouc émissaire tel l'âne de la fable? Notre société repue d'égocentrisme a encore de la peine à s'ériger en nation. La renaissance nationale ne saurait naître dans un abîme d'irresponsabilité. La culture du nombrilisme, tout par moi et pour moi, nous a menés au néant. La démission et la division se sont infiltrées dans nos artères jusqu'aux plus profondes strates de l'esprit. Serions-nous incapables de prendre en charge 27 750 km²? Comme une vieille attardée à se farder les joues après que la mort travestie attend à sa porte, alors que la mort travestie attend à sa porte, l'empire de Jacques, empereur premier d'Haïti, peine à avancer. On voit venir inexorablement la fin d'un système défaillant, dont la structure corrompue a été maintes fois rafistolée avec les mêmes fils de la corruption, imprégnés de malversations perpétrées par des traîtres à la nation et ramandés par des gouvernements noyés dans la délinquance et la corruption. La jeunesse universitaire vit ce naufrage dans toutes ses cellules. Elle constate avec impuissance les rôles joués par chacun des acteurs politiques et les responsabilités que tous doivent aujourd'hui assumer dans cette descente aux enfers, dirait-on, calculée. Pourtant, nous sommes les descendants des marrons libertaires, fils et filles de l'Afrique transplantés de force dans la colonie esclavagiste française de Saint-Domingue. Nous sommes les descendants des Européens venus chercher fortune en Amérique. Nous sommes le produit d'une histoire qui a engendré des individus résilients, courageux, forts et déterminés à combattre toutes les forces oppressantes pour renverser le système esclavagiste séculaire. Haïti est la terre de la résistance et de la liberté. Nous portons en nous le poids de toutes ces âmes qui se sont sacrifiées pour que règne la justice dans le monde. Comment Haïti peut-elle redevenir un pays où chacun peut vivre dans la dignité? Cette question est adressée aux aînés.
Le monde universitaire dont vous faites partie et la société civile dans son entièreté doivent assumer les rôles qui naturellement leur incombent dans cette méga scène montée à la face du monde par de puissants acteurs locaux et étrangers. L'histoire est le plus puissant des professeurs et pour une meilleure appréciation des partitions à jouer par vous, jeunes du premier empire nègre des Amériques, un regard sur l'université s'avère incontournable. Les premiers embryons de notre université moderne ont vu le jour au cours de la seconde moitié du XIIe siècle et une filiation continue relie les institutions d'enseignement arabo-oriental, byzantines et monastiques aux universités des XIIe et XIIIe siècles. L'intérêt croissant pour les sciences a suffisamment motivé les intellectuels pour qu'ils cherchent à se doter d'un lieu de libre épanouissement de la pensée. Les universités se sont éposées au XIIe siècle comme de nouvelles formes de vie, de travail et de recherche au sein de la communauté érudite. L'Afrique abrite la plus ancienne université du monde. L'université d'Al-Qarawiyyin à Fès, au Maroc, fondée en 859 après Jésus-Christ, est reconnue par l'UNESCO comme la plus ancienne université délivrant des diplômes. Les grandes révoltes universitaires nous apprennent le rôle important de la jeunesse dans l'histoire de l'éducation et leur effet catalyseur de changements sociaux plus larges. 1229, Université de Paris, l'une des plus grandes révoltes enregistrées qui a renforcé l'autonomie des universités vis-à-vis des pouvoirs locaux. 1355, Université d'Oxford, le conflit Riot of Scholastica a consolidé certaines des libertés académiques à Oxford. La décennie 1960-1968, partout dans le monde, des campus universitaires sont en révolte contre une société qui les étouffe et une université qui distille les abrutis. Allemagne, les étudiants protestent contre la guerre du Vietnam, demandent une réforme de l'université et l'assouplissement de la société allemande. Mai 1968, France, des mouvements étudiants contre des structures universitaires rigides se sont rapidement transformés en un large mouvement contre les structures gouvernementales et sociales. Ces événements ont conduit à des réformes majeures dans le système éducatif et à une transformation sociale en France. Belgique, dès le mois d'avril, les étudiants descendent à plusieurs reprises dans la rue pour clamer leur opposition à la guerre du Vietnam et demander la remise à plat du fonctionnement universitaire. Espagne, l'Espagne franquiste connaît une vague de grèves ouvrières et d'occupation d'universités dès 1966. Le 28 janvier 1968, le gouvernement instaure une police universitaire dans chaque université. Grande-Bretagne, les étudiants se font entendre, notamment à la London School of Economics, qui sera l'épicentre du mouvement entre 67 et 69. La lutte contre l'impérialisme et le racisme constitue un des thèmes centraux du mouvement étudiant britannique qui clame sa solidarité avec la révolte française. Italie, dès 1967, les étudiants demandent la réforme de l'enseignement des universités. Des affrontements violents connus sous le nom de bataille de Valle Giulia ont lieu avec les forces de l'ordre. Pologne, les manifestations d'étudiants contestataires déclenchées par l'interdiction d'un spectacle considéré comme anti-soviétique sont réprimées le 8 mars par la police. Tchécoslovaquie, le printemps de Prague commence en fait début janvier. C'est une période de libéralisation politique dans laquelle s'engagent activement les étudiants tchécoslovaques pour renverser le stalinisme. États-Unis, 1964. Free Speech Movement, centré autour de l'Université de Californie à Berkeley, a contesté les restrictions sur la liberté d'expression politique sur le campus, marque un tournant important dans l'implication des étudiants américains dans la politique active et influencé d'autres mouvements sociaux aux États-Unis. C'est dans le contexte de l'émergence des mouvements pacifiques et marginaux tels hippie, beatnik et underground de la guerre du Vietnam et de la lutte des Noirs américains contre la ségrégation raciale, que la contestation grandit chez les étudiants. Mai 68, les 12 universités se mettent en grève pour protester contre le racisme et la guerre au Vietnam. Brésil, les étudiants s'opposent à la dictature militaire installée en 1964. Les manifestations antigouvernementales et anti-américaines ponctuent l'année 1967. Mexique,
1968, ce mouvement a débuté avec des revendications pour des réformes dans l'éducation, mais a rapidement évolué vers une contestation plus large contre le gouvernement autoritaire. Chine, lancée en 1966 et menée par les Gardes rouges, des groupes de jeunes Chinois inspirés par le Petit Livre rouge. La révolution culturelle se termine en avril 1969 avec le 9e congrès du Parti communiste chinois qui réaffirme l'autorité de Mao. Japon, 1968, la contestation estudiantine investit massivement écoles et universités. En octobre, le mouvement renforcé par les ouvriers atteint son apogée. L'université de Tokyo tombe à la mi-janvier 1969. Afrique, Sénégal, les étudiants critiquent l'orientation à droite du pouvoir et l'influence française et demandent la restructuration de l'université. Le 29 mai 1968, la grève générale des étudiants et des ouvriers est sévèrement réprimée par Léopold Sédar Senghor avec l'aide de l'armée. Tunisie, le 5 juin 1967, lors d'une manifestation contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, accusée de soutenir Israël contre les pays arabes, le centre culturel américain est mis à sac et l'ambassade de Grande-Bretagne attaquée. Tiananmen, 1989, le mouvement de la place Tiananmen à Pékin est un parti dirigé par des étudiants universitaires. Il réclamait plus de liberté politique et la fin de la corruption gouvernementale. Ces mouvements montrent la capacité des étudiants à influencer des débats bien au-delà des campus universitaires. Mais quid des révoltes universitaires, la caille? 1929, Haïti. Le jeudi 31 octobre 1929, George Freeman est dans son bureau, écoutant par le biais d'un interprète une délégation d'étudiants haïtiens se plaignant que leur bourse avait été réduite. Freeman est directeur du service technique, la pièce maîtresse de l'éducation agricole et vocationnelle dans une Haïti occupée par les États-Unis et un élément important des révisions aux technologies d'occupation qui suivirent la répression brutale de la rébellion des Cacos la décennie précédente. Les administrateurs avaient décidé de réallouer une portion des fonds dédiés préalablement aux bourses basées sur le mérite qui tendait à récompenser les étudiants à un programme du genre Work Study qui permettait aux étudiants de supporter leurs études en faisant du travail manuel sur les terres de l'école agricole. Freeman chasse les étudiants de son bureau. La délégation refusa de monter dans les bus qui faisaient la navette entre Port-au-Prince et le campus de Damiens et parcourut à pied les 8 kilomètres. La dispute interne au sujet de bourse s'étendrait bientôt en une grève générale si grande qu'elle forcerait les États-Unis à planifier son retrait d'Haïti. La révolte de Damiens était la consolidation d'années de mobilisation contre l'occupation et de multiples mouvements politiques. Dans l'espace d'une semaine, les étudiants de tous les autres grands campus à Port-au-Prince se soulevèrent aussi en solidarité. Les employés des douanes suivirent bientôt. La protestation politique grandit au cours du mois de novembre 1929. Le 6 décembre, un petit détachement de Mérine ouvrit le feu sur un groupe de 1500 paysans dans la ville d'Écailles, tuant une douzaine de personnes et blessant 23. Le massacre d'Écailles sonna le glas de l'occupation américaine. La condamnation internationale généralisée força le président Hoover à nommer la commission Moton pour évaluer le système éducatif et la commission Forbes qui recommanderait le retrait des forces américaines d'Haïti. Décembre 1960, la grève des étudiants contre les violations croissantes des droits humains et la répression politique sous le gouvernement de François Duvalier est un événement significatif dans l'histoire politique haïtienne. 2024, de par son rôle naturel, quelle place revient à l'universitaire haïtien dans la construction de pays, le relèvement de la nation? L'université joue un rôle fondamental dans le développement des sociétés du monde. L'intérêt général de l'université englobe le développement économique, le progrès social, l'innovation et la recherche, la cultivation de la pensée critique, la conservation et la diffusion de la culture, la responsabilité environnementale, le leadership éthique et l'engagement communautaire. Plus l'université transmettra le maximum de connaissances et compétences essentielles au plus grand nombre possible de jeunes gens, plus savante et prospère sera la nation. Nous sommes Haïti.
Haïti a contribué à la formation éducative en Afrique depuis 1930. Haïti continue de fournir en quantité appréciable des professionnels au monde et particulièrement à la France, le Canada, les États-Unis. Un ami à qui je proposais de participer financièrement à la réalisation de projets éducatifs me répondit qu'il ne contribuerait pas à former des Haïtiens pour les voir émigrer et renforcer par leur expertise les économies d'autres pays. Les vagues migratoires de professionnels haïtiens de tous les secteurs appauvrissent Haïti, qui pourtant les a nourris, éduqués avec ses maigres ressources. Chez nous, seulement 1% des jeunes ont la possibilité de recevoir un diplôme universitaire et vous faites partie de l'élite. Pour réussir, l'étudiant haïtien doit aller plus loin que les prescriptions valables pour d'autres pays. À ce moment crucial, douloureux, inquiétant de l'histoire de notre planète Terre et de notre Haïti, tout est à faire dans notre pays et l'opportunité est à ceux qui osent. L'ère du Verseau est propice au changement, à l'innovation, au progrès technologique. Elle pose des défis et offre des opportunités uniques pour les universitaires. Vous, jeunes Haïtiens, devez comprendre que la maîtrise des outils technologiques et plateformes numériques est cruciale, car beaucoup de domaines professionnels et académiques dépendent désormais de la technologie. Je suis de la génération intermédiaire entre le papier et le crayon, les livres uniquement comme outil de recherche et l'ordinateur et l'Internet. Je puis vous dire combien vous êtes chanceux de pouvoir faire des recherches et pondre en une journée un travail aussi valable que le papier qui me prenait 15 jours ardus de rédaction. Vous devez être prêt à apprendre continuellement et vous adapter à un monde en mutation rapide où les carrières changent souvent et les nouvelles industries émergent régulièrement. Dans un monde de plus en plus globalisé, vous devez être capable de travailler efficacement dans des équipes diverses et communiquer à travers les cultures est l'essentiel. Je profite pour vous transférer mon attachement à la culture haïtienne. Riche, unique, elle rassemble le souffle de plusieurs civilisations, amérindiennes, asiatiques, africaines, européennes. La Fondation Savary pour Haïti est en train de monter Caféterie Kerenskov et son Lacour Sciences et Traditions, le premier centre culturel vaudou de la Caraïbe pour une réconciliation de l'âme haïtienne avec ses composantes spirituelles, culturelles, multiples. Je vous invite à rejoindre la Fondation qui œuvre au renouveau de notre puissante culture. Les universitaires jouent un rôle dynamique et essentiel dans la société, l'impactant de plusieurs manières significatives. L'initiative d'aujourd'hui est tout à votre honneur dans cette quête de mieux-être pour vous, vos familles, la nation tout entière. Vous serez à l'avant-garde des mouvements sociaux, promouvant le changement et l'innovation dans divers domaines. Vous serez impliqués, comme le prouve votre louable démarche, dans des initiatives qui défendent des causes telles la justice sociale, l'environnement et les droits humains. Par votre engagement, vous influencerez les politiques publiques et contribuerez à façonner une société plus équitable et durable. Vous ne vendrez pas votre âme et saurez naviguer dans les implications éthiques de vos actions et décisions. En comprenant ces aspects, vous réussirez académiquement et porterez votre contribution de manière significative à la société tout en restant aligné avec la vision du père fondateur de la nation. En tant que citoyen responsable, vous participerez à des programmes de services communautaires, vous apporterez votre aide dans des secteurs tels l'éducation, la santé et l'assistance sociale pour développer des compétences pratiques et prendre conscience des réalités sociales. Vous contribuerez au développement par la mise en valeur de vos capacités entrepreneuriales. Même en tant qu'étudiant, vous pouvez contribuer à la recherche académique, aider à pousser les frontières de la connaissance par vos projets de fin d'études. L'université est un lieu de développement personnel où vous apprendrez à devenir des leaders et citoyens responsables. Le temps. Apprenez dès maintenant à gérer le temps, les problèmes, capacités essentielles pour réussir votre vie personnelle et votre carrière. Ainsi, mes jeunes amis, vous ne serez pas seulement des apprenants passifs, mais des acteurs actifs du changement de notre pays. Vous contribuerez à la vitalité intellectuelle, culturelle et économique de la société haïtienne. Soyez courageux et osez faire ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu. C'est ça, une université. L'université prépare la société de demain.
sa faculté d'équilibre et de progrès ou ses convulsions et sa décadence. Tant vaut l'université, tant vaut le pays. Pour la communauté, la tâche principale de l'université est la production de capacités utilisables dans les multiples secteurs d'une société moderne. Pour l'individu, l'université est le moyen le plus court et le plus sûr d'obtenir la place qu'il mérite. La réduction des inégalités sociales et économiques dans notre pays passe par l'accès des enfants de la grande majorité nationale à l'éducation supérieure. L'université permet à des jeunes de tout horizon de réaliser leur potentiel, améliorer leur situation socio-économique. Un conseil, recherchez le bien-être général et pas uniquement vos intérêts personnels. Qu'attend la société haïtienne de vous? L'avenir d'Haïti dépend des initiatives que sa jeunesse osera mettre en œuvre. Créez vos propres emplois et plus d'opportunités à partir de votre domaine de prédilection. Futurs entrepreneurs, vous avez un rôle crucial et multidimensionnel à tenir dans le développement de la société haïtienne. Vous saurez influencer l'économie, la politique, la culture, la science. Vous serez des professionnels, citoyens responsables qui, par vos réflexions et actions, façonnent l'environnement naturel. Par la création de biens et services, l'entrepreneur haïtien est un agent de changement et du progrès social. Je devine la question qui vous vient à l'esprit. Comment devenir entrepreneur aujourd'hui en Haïti? Lors d'une réunion de MAC, Mouvement agricole environnement Kerenscoff, un bras de la Fondation Savary pour Haïti, j'ai écouté avec intérêt l'agronome Dimitri Norris exposer les exploits d'étudiants de faculté d'agronomie à travers le pays, étudiants qu'il avait accompagnés dans la rédaction de leur mémoire de sortie. L'agriculture est l'un des secteurs que j'affectionne particulièrement puisque je suis fille de planteur et planteur moi-même. Aussi, vous comprendrez que je favorise l'exemple qui suit. Je cite Dimitri Norris. Il y a de cela une cinquantaine d'années, Haïti ne comptait qu'une seule faculté d'agronomie. Aujourd'hui, l'on en compte près d'une cinquantaine bien réparties sur l'ensemble du territoire, presque dans tous les départements. Près d'une douzaine dans le département de l'Ouest, généralement à Port-au-Prince, mais aussi Gantier et Tombe-Gâteau. L'université s'est rapprochée du milieu rural et est plus à même de jouer un rôle de catalyseur du développement. La ville du Cap-Haïtien loge près de 6 facultés d'agronomie, plusieurs au Caille, Jérémie, Jacmel, Limbé, Saint-Marc, Torbec, Fond-des-Nègres. Cette multiplication des facultés d'agronomie permet à une multitude de jeunes, très souvent de la classe paysanne, de s'initier à des savoirs agricoles et agronomiques que ne possédaient pas leurs pères et mères. Cette collusion entre espace de production et connaissances augure qu'à l'avenir, ces territoires développeront de nouveaux potentiels. En fait, c'est déjà le cas. Pour beaucoup de ces jeunes universitaires, 2 cas de figure se présentent dans le futur. Ils ouvrent leur propre entreprise ou encore ils continuent leur formation au-delà de la licence, allant jusqu'à la maîtrise ou le doctorat. Ils peuvent le faire en présentiel, mais aussi en ligne. Le développement des télécommunications en Haïti et d'Internet, de la télévision par satellite a changé beaucoup de choses. Ces entreprises qui vont se former et se développer seront connectées au reste du monde et auront accès à un marché dépassant leur pays. Certes, d'autres obstacles et contraintes se présenteront à eux et il faudra faire preuve d'autres énergies pour les surmonter. Les institutions universitaires en milieu rural offrent à ces populations, et en particulier aux jeunes, des perspectives au moment où se présentent des améliorations en matière d'infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, alors qu'Internet dans le milieu rural crée demain des emplois et de la richesse, l'avenir pourrait bien ne pas être ce que l'on croit et le pire pourrait cacher le meilleur. L'exemple de Rebecca Charles devrait vous interpeller. Il y a une dizaine d'années, Rebecca, qui a étudié l'agronomie à l'Université des Grandes Antilles, monte avec succès une entreprise de transformation alimentaire dans sa zone d'origine. Cette entreprise se spécialise dans la production de différents types de farines, maïs, manioc, patates, la préparation de différentes infusions, de comparettes. Rebecca est une pionnière dans une démarche qui, à l'avenir, risque de se vulgariser. Des jeunes sortant de l'université qui choisiront de créer leur propre entreprise, indépendamment des difficultés rencontrées, avec pour conséquence la création d'emplois et de richesses. De des espaces jusque-là délaissés et par effet d'extension, une transformation radicale du pays. Le monde estudiantin a contribué depuis l'Antiquité à la construction de sociétés plus équitables. Mes jeunes amis, au lieu d'être des pions
aux mains de politiciens mafieux et assassins de patrie, et au lieu de servir de levier à des manifestations stériles, c'est-à-dire sans résultat concret ou sans changement tangible, rappelez-vous désormais que vous êtes destiné à servir et mener un pays, le vôtre, où tout est à refaire. Positionnez-vous pour apprendre et servir vos ambitions citoyennes et votre pays. Dites-vous, je suis solide, résilient. Posez-vous la question, est-ce que je veux, en tant que citoyen haïtien, descendant des marrons libertaires, faire partie des fils et filles de la rédemption en participant à la construction de mon pays, Haïti? Vous avez la chance et l'opportunité de vivre à ce carrefour dangereux, mais combien décisif et important pour l'avenir de la nation haïtienne. Arrêtez de chercher ailleurs ce que vous pouvez et devez réaliser chez vous. Travaillons ensemble. Constituons le nous libérateur qui saura construire l'État-nation pour nos pères et mères fondateurs et envers ces sueurs, sang et larmes, pour nous léguer cette terre. Œuvrons à redonner à Haïti ses lettres de gloire. Nous devons être auteurs et acteurs de notre destinée de peuple. À vous, il revient de décider du rôle que vous souhaitez remplir dans la construction d'un pays digne et souverain, où il fait bon vivre pour tous. L'esprit construit une société, une nation. Comme je le dis à chaque intervention, Haïti, de tous les impossibles, va étonner le monde devant. Merci. Et félicitations à tous ceux qui ont parlé avant moi, Passéus, D'Angelo, mes amis. Et encore merci à cette super équipe qui a rendu ces interventions possibles. Merci à Osbourne fixamment de cette opportunité de parler ce soir. Et Si vous permettez, je dois aussi remercier celui qui m'a invité, Montbrun, et Madame Saint-Île qui nous a accompagnés. Et bonsoir à James Boyard. d'accord, ok, d'accord, madame, merci. Merci infiniment. Et